Bon, ben, bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast. Euh, Ça fait quand même pas trop longtemps que j'ai eu un invité, mais cette semaine, je voulais refaire l'expérience parce que l'actualité, bouillonne un peu là, d'un point de vue international. Les gens ne parlent pas juste de Justin Trudeau et des mesures d'urgence qui sont déclenchées. On ne sait pas trop pourquoi finalement. Peut-être qu'on y reviendra parce que ça s'inscrit dans l'image internationale que a le Canada depuis quelques années. Puis pour jaser de ce qui se passe, entre autres, en Ukraine et puis du rôle du Canada et de l'Occident dans toute cette histoire-là. Aujourd'hui, Jean-François Caron qui se joint à moi. Jean-François, c'est un professeur de sciences politiques. J'ai cru comprendre aussi que tu donnais les cours de philosophie politique, Jean-François. Oui, oui. Non, exact. Donc, ça fait quand même quelque chose d'intéressant à jaser. À l'université de Nazarbayev, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est au Mhm. Kazakhstan. Et tu es chercheur à l'Institut pour la paix et la diplomatie. Si j'ai bien compté, tu as 11 livres à ton actif de publier, dont L'Occident face au terrorisme. Et tu as aussi Pandémie, une esquisse politique et philosophique du monde d'après et apparaître bientôt aux presses de l'Université Laval, marginalisé, une réflexion sur l'isolement du Canada dans les relations internationales. Donc, ça rentre assez bien dans le propos qu'on veut avoir aujourd'hui. Et aussi un autre livre qui va être apparaître, tu me dis, dans les alentours du mois d'avril, qui s'appelle Le Grand Confinement, l'Occident et la peur de la mort. Qui est une réflexion sur la gestion pandémique je pense que tu te concentres d'abord sur l'Occident Oui. dans ce livre-là. Donc, ça sera peut-être l'occasion d'en reparler quand le livre va sortir. Mais pour aujourd'hui, c'était plus la question de l'Ukraine qui nous intéresse parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'auditeurs. Vas-tu faire un podcast là-dessus? Tu pourras inviter un tel, un tel, un tel. Puis, bon, des fois, euh, je ne veux pas avoir d'a priori sur les invités qu'on peut avoir, mais des fois, il y en a qui ça ne les intéresse pas du tout. Puis d'autres fois aussi, je voyais que les gens sont très activement militants. Donc, moi, d'avoir une perspective un petit peu plus universitaire dans ce dossier-là, je trouvais ça quand même intéressant. Si on rentre dans le sujet, Jean-François, tu as parlé beaucoup, puis même tu as donné une entrevue à Radio Pirate là-dessus, sur justement l'image du Canada dans le monde d'un point de vue historique. Puis là, tu disais, tu sais, le Canada a eu un rôle à jouer. Il y a même un premier ministre qui a eu un prix Nobel de la paix à un moment donné à cause de ce qui s'est passé, je pense, pour le canal de Suez, si ma mémoire est bonne. Et t'expliquais un peu là-dedans, puis dans une autre vidéo aussi que tu as publiée qui s'appelle Pourquoi le monde aurait besoin du Canada. Euh, Comment justement notre rôle dans le monde d'un point de vue diplomatique s'est comme effrité au fil du temps, puis on est devenu de plus en plus marginalisé ou disons un acteur de second plan. Puis on le voit, là, je pense que tu le mentionnais toi-même, la tentative ratée de Justin Trudeau d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il va là, il serre des mains, les gens l'ignorent. Comment tu expliques ça, le recul de notre rôle à l'international? Tout d'abord, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir de parler de toutes ces questions-là, puis surtout de la question ukrainienne là, qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières 24 heures, 48 heures. Donc d'abord, pour répondre à la question, le Canada n'a jamais eu une puissance militaire de premier plan. Donc une puissance Mhm. militaire en anglais, c'est ce qu'on appelle le hard power. Par contre, le Canada, pendant la guerre froide, a eu ce qu'on appelle un soft power extrêmement puissant. Donc, le soft power, c'est basé sur la diplomatie, la Mhm. persuasion, la capacité de négocier avec des acteurs internationaux et de leur faire et de faire en sorte que ces acteurs-là changent leur politique publique, leur politique domestique. Et tout ça, on doit ça à Lester B. Pearson, qui, au milieu des années 50, en 1956 pour être plus précis, lors de la crise du canal de Suez, s'est invité dans cette crise-là, où les principaux acteurs étaient la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique. Donc, ces pays-là étaient pris dans une situation où, en fait, ils cherchaient une porte de sortie. Et le Canada, avec Lester B. Pearson, se sont pointés à la table et ont proposé l'idée des casques bleus qui,
qui faisait en sorte là, que tous les belligérants qui étaient impliqués dans cette crise-là ont été en mesure de sauver la face, de trouver une porte de sortie honorable. Puis à partir de ce moment-là, le Canada a été en mesure de se bâtir une puissance internationale basée justement sur cette diplomatie-là, le soft power. Donc, ensuite, dans les années 60, le Canada a déployé des casques bleus un peu partout dans le monde, au Congo, ensuite à Chypre. Donc, pendant à peu près toute la période de la guerre froide, le Canada était le principal contributeur en matière de casques bleus, d'opérations de maintien de la paix. Donc, on disait toujours dans les années 90, lorsque les gens allaient en voyage, les étudiants partaient en voyage avec des sacs à dos, les Américains mettaient un drapeau canadien sur leur sac à dos, sur leur backpack, en se disant que ça allait de loin faciliter leur accueil en Europe ou partout ailleurs dans le monde. Si tu savais le nombre de fois que j'ai entendu cette histoire-là durant mon enfance, c'était répété, 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 comme d'autres histoires d'ailleurs, plus ou moins véridiques. Puis on disait souvent aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. Le Canada, c'est un pays qui est pacifique. On est reconnu pour ça dans le monde, un petit peu comme la Suisse, par exemple. Si on disait, bon, la Suisse, ils ont été neutres dans les deux guerres mondiales, c'est pas des gens qui se sont impliqués militairement dans les conflits. Puis nous, le Canada, on est un petit peu comme un genre de Suisse nord-américaine. En tout cas, c'est ce qu'on nous Oui, racontait. oui, oui, puis c'est tout à fait vrai. En fait, le Canada était connu à l'époque de la guerre froide comme étant un honest broker, donc un arbitre honnête et désintéressé qui n'avait pas peur d'aller s'ingérer dans des crises internationales dans l'optique d'en dénouer l'impasse puis d'établir la paix. Donc, le Canada, évidemment, s'est bâti une grande réputation, puis les Canadiens, lorsqu'ils voyageaient à l'étranger, étaient accueillis en conséquence. Or, avec la fin de la guerre froide, on est passé d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, dominé évidemment par les États-Unis. Donc, dans un monde comme celui-là, l'utilité de déployer des casques bleus, des opérations de maintien de la paix ont perdu de leur importance et ont plutôt été remplacées par des interventions unilatérales des Américains qui avaient maintenant tout le loisir, après l'effondrement de l'Union soviétique, de pouvoir aller s'ingérer à l'étranger et de jouer le rôle qui était jadis celui des casques bleus. Donc, en Bosnie-Herzégovine, après les massacres de Srebrenica et dans d'autres enclaves bosniaques, musulmanes de Bosnie-Herzégovine, les États-Unis ont forcé les belligérants, les Bosniaques, les Serbes et les Croates, à signer, à ratifier les accords de Dayton. En 1994, les Américains sont intervenus de façon unilatérale en Haïti pour renverser un régime militaire qui était en place. Ensuite, en 1999, les États-Unis, avec l'OTAN, sont intervenus militairement au Kosovo contre la Serbie. Donc, le monde multipolaire de la guerre froide, qui était favorable au déploiement des casques bleus, donc favorable à l'expression d'une certaine identité canadienne à l'étranger a disparu avec la fin de la guerre froide pour être remplacé par ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui était principalement dominé par des interventions unilatérales des Américains dans l'objectif d'établir un peu partout dans le monde la démocratie libérale. Est-ce Donc, que c'est ce que Fukuyama appelait la fin de l'histoire? exactement, Oui. exactement. La fin de l'histoire, à l'époque, Fukuyama était le nouveau Nostradamus en 89 lorsqu'il a publié d'abord son texte et ensuite son livre. Il est apparu dans la sphère de la science politique comme étant un individu qui est en mesure de prédire l'avenir. Mhm. Donc, à partir de ce moment-là, le monde est devenu unipolaire et dominé largement par les États-Unis. Et là, ça a duré environ, je dirais, une quinzaine d'années, jusqu'à la moitié des années 2000, où vous avez eu des nouvelles puissances émergentes qui ont commencé à s'affirmer et surtout à affirmer leurs différences et leur opposition aux États-Unis. Donc, principalement la Chine et la Russie de Vladimir Poutine. Donc, sur le plan symbolique, la rupture de la Russie avec l'ordre libéral établi en 91 après la chute de l'Union soviétique, c'est venu en 2007 lors d'un discours à Munich où Vladimir Poutine, et là, je raconte cette histoire-là parce que ça permet de mieux comprendre la crise ukrainienne. Vladimir Poutine, en 2007, dans son discours, a dit il faut redéfinir l'ordre international. On va repasser maintenant à un ordre multipolaire où vous avez des puissances régionales comme la Chine et la Russie qui sont en droit de réétablir des sphères d'influence qui sont les leurs, indépendamment de l'OTAN et de l'Occident, qui malheureusement
derrière un visage de bonté prônant le multilatéralisme et la négociation et le dialogue, en réalité, c'est des puissances qui s'ingèrent dans les affaires internationales pour forcer l'imposition de la démocratie libérale, ce qui n'est pas nécessairement dans le meilleur intérêt soit de la Chine ou de la Russie. Ce qui est même avoué hein, par certains stratèges, si on lit un gars, je pense qu'il était conseiller du président Carter, qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Il écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, dans lequel il dit pour préserver justement pour préserver le rôle que jouent les États-Unis dans le monde comme acteur de premier plan, il faut absolument empêcher qu'il y ait un nouvel axe multipolaire qui finalement joint par exemple la Chine et la Russie. Il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas d'alliance entre ces deux pays-là. Puis, tu sais, lui, c'était quand même un conseiller de président important. Là. Je pense même qu'il a joué un rôle dans le début de la présidence d'Obama comme conseiller. Là. Donc, Oui, oui. c'est des gens qui ne se Et- sont jamais cachés, en fait, de cet objectif-là. non, mais le discours officiel de la Maison-Blanche après l'effondrement de l'Union soviétique, c'était on va bâtir un monde multipolaire basé sur le dialogue, la négociation, qui va évidemment être dirigé à partir de Washington, qui est la puissance qui a remporté la guerre froide, mais on va Mhm. miser sur le dialogue et l'objectif ne sera pas de créer une hégémonie états-unienne sur l'ensemble de la planète. Ça, c'était le discours officiel. Mais à l'époque, il y avait Brzezinski, dans quelques années qui avaient précédé la fin de la guerre froide, mais vous avez aussi Paul Wolfowitz, qui a joué un rôle de premier plan lors de l'administration Bush Junior, qui lui, comme dans le cas de Brzezinski, s'était jamais caché qu'en réalité, l'objectif, c'était de faire des États-Unis une puissance hégémonique et d'empêcher la réémergence de nouvelles puissances qui pourraient concurrencer les États-Unis. Donc, la Chine, à l'époque, était en pleine ouverture vers le commerce international. La Chine avait besoin de se développer. Donc, la Chine, une certaine façade, a accepté cet ordre libéral-là, mais dans la perspective là, simplement d'en profiter le plus possible Mhm. pour se développer et ensuite être en mesure d'affirmer sa puissance comme c'est le cas aujourd'hui. Puis dans le cas de la Russie, avec l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie était une puissance sur papier uniquement parce que dans les faits, l'économie s'était complètement effondrée. Absolument. Il y avait un vide politique, un vide juridique. Donc, pendant toutes les années 90, sous l'administration de Elstine, la Russie a essentiellement été en mode survie, en mode Ouais, c'est la de se reconstruction. Là. la reconstruction, exactement, juste simplement pour être capable de payer les salaires puis les pensions des individus. Donc, pendant cette période-là, pendant cette décennie des années 90 qui a fait suite à la fin de la guerre froide, la Russie n'était pas en mesure de s'opposer efficacement aux États-Unis. Mais déjà à ce moment-là, Boris Eltsine avait déjà mentionné, avait déjà fait part de ses frustrations parce qu'il avait aussi réalisé qu'en réalité, le discours américain, c'était simplement un discours et que ça cachait des motivations un petit peu plus qui ne faisaient pas nécessairement l'affaire des Russes et des autres puissances émergentes. Donc, déjà à l'époque d'Eltsine, à la fin de son mandat présidentiel, il y avait déjà une frustration émergente de la part de la Russie envers les États-Unis, qui s'est simplement cristallisée par la suite sous la première administration Poutine, parce que Poutine a été au pouvoir pendant 2 mandats jusqu'en si ma mémoire est bonne, jusqu'en 2008. Et comme il ne pouvait pas se représenter une troisième fois, a Hum. laissé son premier ministre, Medvedev, devenir Medvedev, président ouais. pour 4 ans. Et par la suite, il a pu redevenir président pour 2 mandats consécutifs. Mais il y avait déjà cette frustration-là de la part d'Elstine à la fin des années 90, qui avait réalisé que le monde de l'époque n'était pas nécessairement conforme au discours de la Maison-Blanche. Et même aujourd'hui, Mikhail Gorbatchev, le dernier président de l'Union soviétique, tient un discours aussi extrêmement critique par rapport aux États-Unis et fait état d'une forme de trahison de la part des différentes administrations américaines depuis les 30 dernières années. Hum. Donc, c'est un peu la discussion que j'avais avec des gens qui. Tu sais, c'est toujours un peu ça le danger, c'est qu'il arrive quelque chose à l'international et puis on y va vraiment avec le petit bout de la lorgnette, là, le day-to-day de l'actualité. Puis finalement, ben, tu sais, ce qu'on comprend quand on s'intéresse un peu au dossier, puis c'est pour ça que je t'invitais, parce que je veux dire, moi, j'ai pas toutes les connaissances qui me permettent nécessairement de discuter de ça aussi
aussi profondément et de manière historique, mais ce qu'on comprend quand même, ce que je sentais intuitivement, c'est que si on ne comprend pas tout le contexte de la guerre froide, la fin de la guerre froide aussi, de ce qui était un peu promis, justement, lors du démantèlement de l'URSS ou de son effondrement, là, dépendamment comment on voit ça, là, on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement en Ukraine parce qu'il y a toute la question de l'OTAN là-dedans, il y a toute la question de ce qui était le pacte de Varsovie avant, qui est un peu l'alter ego, si on veut, de l'OTAN. Puis ce qu'on voit, c'est que, bon, OK, là, le discours qu'on entend, euh, c'est Poutine est dans un mode presque pré-hitlérien, si on veut. Et puis là, ben, ce qui se passe, c'est qu'il fait comme Hitler. Ils ont commencé par la Géorgie, après ça la Crimée, puis là maintenant ces territoires-là supposément séparatistes. Mais finalement, c'est un petit peu comme Hitler qui passe l'autre côté du Rhin, qui finalement annexe la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc. Donc, comment tu vois ça, ces genres d'analyses-là très... moi, je trouve que c'est un petit peu superficiel. J'ai l'impression qu'on ne peut pas du tout comprendre ce qui se passe en ce moment avec ce genre de métaphore-là. Ben, d'abord, en général, quand il y a des références aux nazis comme ça dans des explications, moi, ça me convainc assez rarement. Là. Tu sais, le point Godwin, moi, je trouve que c'est comme un petit peu le niveau zéro de l'analyse de Ouais. l'actualité. Là. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Comme chercheur, quand tu vois ça, c'est quoi que ça t'inspire, c'est quoi que ça te dit? Moi, je pense, selon moi, c'est une analyse qui est facile, trop facile, qui a pour effet de masquer là, toute l'évolution historique dont je viens de faire état. Et la comparaison avec Hitler tient pas la route, à mon avis, pour une raison principale, c'est Hitler, à l'époque, était dans un mode expansionniste. On sait très bien, les accords de Munich, c'était simplement pour gagner du temps, pour pouvoir par la suite. C'est même annoncé dans Mein Kampf. Enfin, l'espace vital, Ah oui, c'est ça. c'était théorisé. Là. C'est ça, c'est ça. Donc, en 38, Hitler n'était pas encore prêt à déclencher la guerre. En fait, il n'était même pas prêt en 39, mais en 38, il l'était encore moins. Donc, il avait besoin de gagner du temps. Donc, les accords de Munich s'inscrivaient dans cette logique-là. Et par la suite, il a Le continué pacte l'invasion. germano-soviétique, etc. Exactement. Donc, mais l'idée, c'était gagner du temps afin de pouvoir lancer des guerres éclairs pour, dans des visées expansionnistes. Dans le cas de la Russie, Vladimir Poutine, au cours des 20 dernières années, Vladimir Poutine, contrairement à ce qu'on peut penser, n'a jamais été dans une logique expansionniste. Toutes les mesures qu'il a déployées ont été uniquement dans une perspective défensive. Donc, en 2008, il y a eu une guerre contre la Géorgie en 2008 qui a duré une couple de jours, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque, la Géorgie menaçait de se joindre à l'OTAN. Elle avait enclenché le processus d'adhésion à l'OTAN. Le président géorgien, Mikhail Saakashvili, avait ouvertement manifesté son intérêt à ce que son pays joigne l'OTAN. Donc, la Hum. Géorgie est un pays limitrophe à la Russie. Donc, imaginez Vladimir Poutine qui a réalisé au fil du temps que les États-Unis avaient un double discours, que l'OTAN était en fait dans une phase d'expansion à un point tel que maintenant était prête à admettre des pays qui étaient littéralement placés à la frontière de la Russie. Donc, imaginez si la situation inverse. Imaginez si comment les Américains avaient réagi si la Russie ou n'importe quelle autre puissance avait accueilli dans une organisation militaire le Canada ou le Mexique. Donc, les pays limitrophes aux États-Unis. Ça n'aurait Ben, pas passé. En fait, ça fait penser à l'histoire de la crise des missiles à Cuba. Là. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Là. C'est une puissance étrangère qui s'en va à 200 kilomètres des côtes, installer Exactement. des ogives nucléaires. Là. Donc, évidemment, puis, les répercussions de ça, on se les sent encore aujourd'hui parce qu'il existe toujours le blocus cubain, il existe toujours je veux dire, si vous êtes, mettons, un soldat américain, vous ne pouvez pas aller dans le pays. Bref, c'est très compliqué, là, toute cette histoire-là, mais pour quelque chose qui remonte à il y a 60 ans maintenant. Oui, mais c'est ça. Mais les Américains, c'est la doctrine Monroe. Aucune puissance étrangère n'a le droit de s'immiscer dans les affaires de l'Amérique. Et ça, c'est la doctrine qui est en place depuis à peu près 200 ans aux États-Unis. Mais les Américains ne sont pas prêts à admettre qu'un autre pays puisse avoir la même logique. Donc, imaginez la Russie qui voit un pays limitrophe manifester son intérêt à se joindre à une organisation comme l'OTAN, qui a attaqué unilatéralement, je dois le rappeler, la Serbie pour libérer le Kosovo en 1999, malgré l'opposition de la Russie.
une organisation militaire dirigée par un pays, donc les États-Unis, qui ont unilatéralement envahi un territoire étranger en 2003, en l'occurrence l'Irak, dans une guerre qui était injuste, basée sur des arguments qui étaient entièrement des raisons qui étaient fallacieuses. Donc, vous avez ce pays-là, cette organisation-là qui est prête à admettre des pays limitrophes comme la Géorgie et maintenant l'Ukraine. Donc, pour Vladimir Poutine, c'était inacceptable. Donc, Vladimir Poutine, en 2008, il y a eu cette guerre contre la Géorgie et le message qui était envoyé à cette époque-là, c'était enough is enough. L'OTAN doit cesser son expansion et il est hors de question qu'on va accepter que cette organisation-là accueille des membres qui sont placés à la frontière même du territoire russe. Il y avait eu déjà le précédent en 2004, l'adhésion des 3 pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie qui s'étaient joints à l'OTAN. Et je dois rappeler que la frontière estonienne avec la Russie se trouve seulement à 150 km de Moscou, de Saint-Pétersbourg. 150 km seulement de Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie. Donc ça veut dire que vous avez des troupes étrangères, américaines, françaises, canadiennes, allemandes, qui annuellement tiennent des exercices militaires à 150 km de la deuxième plus grande ville de la Russie. Pour la Russie, c'est inacceptable et ça serait tout aussi inacceptable pour les Américains qu'une puissance étrangère fasse de même à 150 km de Washington ou de Miami. Donc, on sait la crise de Cuba. C'est comme si les Russes tenaient des exercices militaires à 100 km de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Exactement. Donc, on s'entend que la Maison-Blanche serait sur le qui-vive et déploierait tous les efforts possibles pour décrire la situation. Donc, et d'un point de vue, je m'excuse de te couper, mais d'un point de vue diplomatique ou international, qu'est-ce qui justifie cette, j'allais dire expansion de l'OTAN, mais même l'existence de l'OTAN comme telle, du moment que l'Union soviétique est démantelée ou effondrée, qu'est-ce qui justifie l'existence de l'OTAN? C'est un peu ça que tout le monde se demande. Oui, c'est une très bonne question. Après la fin de la guerre froide, les gens se posaient la question, quelle est l'utilité de l'OTAN? Parce que l'OTAN était le pendant du pacte de Varsovie, donc avec l'effondrement de l'Union soviétique, les gens se posaient la question, quelle est l'utilité de l'OTAN? Puis il y a un moment de flottement dans les années 90, où même la Russie avait manifesté peut-être son intérêt de se joindre à l'OTAN. Donc, mais on était dans un moment de flottement, on ne savait pas trop à quoi l'organisation devait ressembler. Donc, l'organisation a eu un vent de fraîcheur, un vent de renouveau après le 11 septembre 2001, où là, c'est devenu une organisation dont l'objectif était de combattre le terrorisme international, mais avec la réémergence de puissances comme la Chine et la Russie. Ben là, maintenant, l'OTAN est en train de reprendre un peu ses orientations d'origine. Et ça, évidemment, pour la Russie, ça devient inacceptable. Donc, le fin fond de l'histoire, c'est la crise en Ukraine, actuellement, comme la crise en Géorgie en 2008, c'était la Russie qui s'opposait à l'expansion de l'OTAN. Donc, les réactions de la Russie, de Vladimir Poutine en 2008, et plus récemment en Ukraine, c'est uniquement dans une perspective défensive. Il n'est pas passé à l'offensive dans le but de recréer un espace vital pour le peuple, le grand peuple slave russophone des grandes steppes de l'Oural, etc. Ouais. Cette image-là là, de Poutine comme étant un personnage hitlérien tient pas la route. À mon avis, Poutine n'a jamais été dans une logique expansionniste. Toutes ses actions se sont plutôt inscrites dans une logique purement défensive. Et après avoir maté l'armée géorgienne en l'espace de quelques jours en 2008, ça s'est arrêté là. L'armée russe s'est installée dans 2 républiques du nord de la Géorgie, l'Ossétie et l'Abkhazie. Mais l'armée russe n'a jamais pris le contrôle de Tbilissi, la capitale géorgienne. Donc, l'armée russe n'est jamais pénétrée en territoire géorgien, à l'exception de ces 2 territoires-là russophones qui avaient déclaré leur indépendance préalablement à la guerre de 2008. Donc, le problème maintenant, c'est que l'Ukraine, et c'est inscrit dans la constitution ukrainienne. Zelensky, le président ukrainien, en a fait son cheval de bataille. Son objectif, c'est de faire en sorte que l'Ukraine se joigne à l'OTAN. Donc, l'Ukraine on le voit très bien avec les cartes qui circulent un peu partout dans les médias, on sait très bien que l'Ukraine est un territoire limitrophe à la Russie. Donc, c'est comme pour la Géorgie en 2008, ça devient inacceptable pour la Russie de voir une organisation étrangère, une organisation ennemie, venir s'installer
aux portes de son territoire. Donc, Kharkov, Donetsk, c'est environ à peu près à 350 kilomètres de Moscou. Donc, vous auriez des troupes américaines qui viendraient faire des exercices annuels presque à la porte du Kremlin, là. C'est complètement inacceptable. Donc, Vladimir Poutine, toutes ses actions depuis 2014 visent à empêcher l'Ukraine de se joindre à l'OTAN. Donc, Oui. c'est le nœud du problème et c'est la raison pour laquelle la Russie est, entre guillemets, en guerre avec l'Ukraine. Tout simplement, la perspective du Kremlin, c'est faire en sorte de maintenir l'Ukraine en état de guerre pour faire en sorte que ce soit impossible pour Kiev de se joindre à l'OTAN. Parce que si un pays se joint à l'OTAN et se trouve attaqué par une puissance étrangère, c'est le principe des trois mousquetaires, un Ouais. pour tous et tous pour un. Tous les autres pays membres ont l'obligation d'entrer en guerre contre le pays qui envahirait un des pays membres de l'OTAN. Donc, personne ne veut entrer en guerre avec la Russie. Donc, Vladimir Poutine, en mettant l'Ukraine en état de guerre, sait très bien que l'Ukraine ne se joindra jamais à l'OTAN et réussit à atteindre son objectif, là. Donc, oui, il n'y a pas intérêt, à moins d'avoir un accord avec les Américains, avec l'OTAN, un accord écrit selon lequel l'Ukraine ne se joindrait jamais à l'OTAN. Il n'y a pas intérêt à rappeler son armée dans les casernes. D'un point de vue russe, on dirait que c'est plus facile à comprendre qu'est-ce qu'on reproche, je dirais, à l'OTAN, au monde occidental, si on peut utiliser ce raccourci-là, et à l'Ukraine. On ne veut pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN pour avoir des militaires ou des exercices militaires qui sont aux frontières de la Russie. Et on ne veut pas non plus que dans le cas d'un conflit, tout l'arsenal de l'OTAN se joigne derrière la puissance ukrainienne, par exemple, pour s'en prendre à la Russie ou en tout cas un scénario qui pourrait ressembler à ça. Mais d'un point de vue ukrainien, j'essaie de comprendre quels sont leurs avantages à aller jouer là-dedans et j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui motive les Ukrainiens. Est-ce que c'est une espèce de revanche de ce qu'ils ont pu subir du temps de l'Union soviétique? Je ne connais pas exactement les mœurs et la culture ukrainienne, mais j'imagine qu'il doit y avoir au sein de la population en tout cas une partie de la population, une espèce de ressentiment à l'égard de la Russie que eux doivent voir comme certaines personnes voient les colonisateurs européens ou l'impérialisme américain, tu sais, ce genre de choses-là. Tu sais, Oui. le ressentiment que, par exemple, un Algérien a envers un Français ou ce genre de... J'imagine que ça doit exister, mais au sein de l'appareil d'État ukrainien, quel est leur intérêt sous prétexte de se joindre à l'OTAN, de lancer des hostilités comme ça avec une puissance militaire qui peut les écraser en une journée, là, finalement. Il y a une haine, les Ukrainiens et les Russes, c'est deux peuples slaves, mais il y a une haine historique entre ces deux peuples-là. L'Ukraine, dans les années 20, avait déclaré son indépendance et l'Union soviétique, naissante de l'époque sous Lénine, avait annexé le territoire ukrainien. Donc, déjà à cette époque-là, l'Ukraine s'était vue empêchée de se doter de son propre État, était intégrée de force au sein de l'Union soviétique. Et au début des années 30, Staline a mis en place des grandes famines planifiées qui ont tué des millions et des millions de personnes. Donc, on se souvient que c'est ce qu'on appelle l'Holodomor ukrainien qui a tué des millions d'Ukrainiens. Donc, vraiment, Moscou, Staline a planifié une famine organisée pour liquider des centaines de milliers de personnes. Moi, je suis au Kazakhstan et proportionnellement parlant, c'est le peuple kazakh qui a le plus souffert. On estime qu'entre 1930 et 1933, il y a jusqu'à 40% de la population kazakh qui serait morte de l'Holodomor, donc cette grande famine planifiée sous Staline. Mais en Ukraine, les proportions étaient moins importantes, mais quand même très, Donc, très, très il y a significatives. une méfiance envers une Absolument. méfiance naturelle envers les Russes qu'on peut comprendre et qui, d'une certaine manière, est un peu Ouais. Et puis, justifiée aussi, là. ouais, et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a énormément d'Ukrainiens qui ont activement collaboré avec les nazis parce qu'ils Mm. voyaient l'occasion de pouvoir prendre leur revanche contre les Russes, contre les Soviétiques. En fait, il y avait tellement d'Ukrainiens qui étaient prêts à lutter contre l'Union soviétique, à lutter contre les Russes, que l'armée allemande a même a mobilisé une division SS formée de soldats ukrainiens, donc on appelle la 14e division SS Galicie,
Hum. Et pour la petite histoire canadienne, à la fin de la guerre, il y a plusieurs de ces combattants-là qui ont été accueillis, qui ont obtenu la citoyenneté canadienne. Ça, c'est un peu une des pages noires de l'histoire du Canada, mais passons. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le peuple ukrainien a activement collaboré avec les Allemands, a combattu les bolcheviks, les Russes, et en 91, lorsque l'Union soviétique a commencé à s'effriter, les Ukrainiens ont réclamé leur indépendance très rapidement dans une proportion d'environ 90%. Là. Donc, pendant tout le 20e siècle, le peuple ukrainien a été un peuple opprimé, dont on a toujours nié le droit à s'autodéterminer. Et lorsqu'ils ont eu l'occasion de s'en prendre aux Russes, ils ne se sont pas fait prier, même si ça passait par la collaboration avec des gens comme les nazis. Là. Donc, Hum. quand je parle d'une haine historique entre les Ukrainiens et les Russes, c'est une vraie haine. Là. C'est plus que la guerre de l'époque entre les Canadiens et les Nordiques. Là. C'est vraiment quelque chose de plus significatif que ça. Là. Donc, et pour Zelensky, ben, se joindre à l'OTAN, ça garantirait essentiellement la souveraineté ukrainienne. Parce que si l'Ukraine se joignait à l'OTAN, encore une fois, c'est le principe du mousquetaire, si la Russie avait le malheur d'attaquer, d'envahir l'Ukraine, vous auriez la puissance de feu des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, qui se déferlerait contre la Russie. Et Vladimir Poutine, c'est quand même un dirigeant rationnel. Il ne prendrait jamais un tel risque. Mais à l'heure actuelle, comme l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, il n'y a aucune obligation pour les pays de l'OTAN de défendre militairement l'Ukraine si l'Ukraine en venait à être envahie. Et ça a été dit explicitement par la Maison-Blanche que si la Russie en venait à envahir l'Ukraine, les seules mesures de rétention que la Maison-Blanche imposerait à la Russie, ce seraient des sanctions économiques. La Maison-Blanche a dit très clairement qu'il n'y aurait pas de déploiement de troupes américaines en Ukraine pour aider l'armée ukrainienne à défendre la souveraineté de l'État. Donc, vous mettez dans les souliers de Vladimir Poutine, puis vous entendez ça. C'est littéralement une carte blanche pour aller envahir la partie est de Ouais, l'Ukraine, en c'est un peu sachant très bien spécial. que C'est un peu mais c'est spécial c'est un peu spécial comme vision parce que, je veux dire, les Américains ont déployé des forces pour venir en aide à des pays alors qu'ils n'étaient pas du tout membres de l'OTAN. Là. Tu sais, on pense à ce qui s'est passé en Libye, on pense à ce qui s'est passé un petit peu partout dans le. Tu sais, à ma connaissance, l'Irak n'était pas membre de l'OTAN. Là, tu sais, je veux dire. non, non. Et- Mais l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, sur le plan militaire, c'est des petits pays. Donc, Mhm. le coût, le prix à payer était extrêmement minime en termes de matériel et de soldats. Et imaginez un conflit ouvert entre les États-Unis et la Russie. On parle de dizaines de milliers de morts, là. Peut-être même potentiellement un recours à l'arme nucléaire. Donc, comme on dit en anglais, c'est it's another ball game. C'est complètement différent. Les enjeux sont décuplés exponentiellement, Mhm. beaucoup plus importants. Donc, tout ce que les Américains puis l'Union européenne a à offrir en guise de soutien à l'Ukraine, c'est l'imposition de sanctions économiques qui ont été annoncées hier suite à la reconnaissance de Vladimir Poutine de l'indépendance des deux républiques autoproclamées là, de Donetsk et de Luhansk. Donc, des sanctions économiques qui vont venir s'ajouter aux sanctions qui avaient été imposées en 2014 après l'invasion de la Crimée par la Russie. Et ça, et ça, lorsqu'on y pense, c'est Vladimir Poutine ici joue un jeu extrêmement dangereux parce que les sanctions de 2014 ont eu énormément d'impact sur l'économie russe. On parle annuellement d'impact de 50 milliards de dollars, ce qui a vraiment freiné la croissance économique en Russie. Nous, ici en Asie centrale, le Kazakhstan, qui est un pays économiquement assez dépendant de la Russie, on a vécu assez fortement les répercussions de ces sanctions-là. Et donc, ce qui a été annoncé hier, c'est un renforcement des sanctions. Et ultimement, ça pourrait jouer, ça pourrait miner la confiance des élites politiques Mhm. envers Poutine. Parce que la Russie, c'est un État autoritaire, mais c'est pas un État où c'est le culte du chef et les gens obéissent à une idéologie particulière. C'est Mhm. complètement différent. C'est une kleptocratie ou aussi ce qu'on appelle un régime néo-patrimonial. Donc, imaginez le crime organisé
qui contrôle un État. Donc, Vladimir Poutine, c'est le parrain. Puis vous avez les élites économiques qui l'entourent, c'est les capots. Et Vladimir Poutine, en tant que parrain, est en mesure de répartir la richesse entre les membres de cette élite économique-là. Et c'est un principe pyramidal. Donc, les Mhm. capots vont ensuite graisser la patte aux sous-capots, etc., etc. Donc, c'est une situation où tout le monde profite. C'est une corruption généralisée, mais c'est une situation où tout le monde économiquement est en mesure de profiter de la manne. Et la Russie est quand même un pays extrêmement riche, énormément de ressources pétrolières. Mais c'est Donc, possible que quelqu'un décide de vouloir être calife à la place du calife. ben oui, parce que si un capot décide que les décisions du parrain ont pour effet de lui faire perdre des dizaines et des dizaines de millions, fait en sorte que ses avoirs à l'étranger ont été gelés, qu'il est incapable de quitter le pays parce qu'à cause des sanctions, il est incapable d'obtenir un visa pour aller à Mhm. l'étranger. Et ça, c'est le risque dans ce type de régime-là, des kleptocraties, des régimes néo-patrimoniaux, où vous avez les membres de l'élite économique qui décident de renverser le chef pour mettre en place un individu qui va être plus favorable aux intérêts des élites. Donc, c'est un régime où le peuple n'a absolument pas voix au Mhm. chapitre. C'est un régime où ce sont les élites. Si les élites demeurent unifiées, s'entendent autour de la marche à suivre, le chef peut rester en place pendant 20 ans. Et Vladimir Poutine a été en mesure de faire ça au cours des 20 dernières années. Et là, le risque avec les sanctions économiques qui ont été imposées contre la Russie, c'est que vous avez des membres de l'élite qui vont peut-être commencer à réaliser que les décisions politiques de Poutine ont des effets néfastes, négatifs sur leur capacité de Mhm. s'enrichir personnellement. C'est des gens qui n'en ont rien à cirer là, du bien commun et de la grandeur de la Russie. C'est des gens, leur seul intérêt, c'est de Ouais, s'enrichir. des C'est oligarques. la même chose ici chez nous au Kazakhstan. Là. On a découvert dans les derniers jours que l'ancien président, qui était au pouvoir pendant 29 ans, avait des avoirs placés à l'étranger de l'ordre de 8 milliards de dollars. Et les membres de sa famille possèdent une richesse d'un ordre de grandeur qui est similaire. Donc, c'est Mhm. littéralement le crime organisé qui dirige un État. Donc, c'est le cas de la Russie. Et ça, Et en même et temps, ça ici, Poutine joue un jeu extrêmement dangereux. Il joue avec des allumettes, puis il pourrait se brûler les doigts, là. mais en même temps, mon ami Vincent Gelozo m'a envoyé un article il y a pas longtemps, justement, d'un économiste collègue à lui, qui expliquait la non-efficacité d'un point de vue diplomatique des sanctions économiques en montrant que au bout du compte, tout le monde perd dans ça. Tout le monde perd parce que d'un point de vue de strictement de l'échange, en général, quand tu donnes des sanctions économiques à des pays, ben, ça nuit aussi à ton propre commerce. Souvent de Mhm. manière Oui. détournée et non directe, mais ça va nuire aussi à ton propre commerce. Donc, en fait, d'un point de vue économique, ça nuit à tout le monde. Et d'un point de vue politique et géopolitique, toutes les sanctions qu'on a essayé de faire depuis les 50, 60, 70 dernières années, la majorité du temps, ça a eu l'effet inverse que l'effet escompté, c'est-à-dire que ça a encore plus baraqué les puissances étrangères. Tu sais, il y en a eu des sanctions envers la Corée du Nord, il y en a eu des sanctions envers Cuba, et ces régimes-là n'ont jamais fait Ah, ben parfait, vu que vous nous mettez des sanctions, on va arrêter puis on va devenir des démocraties. Tu sais, c'est jamais comme ça que ça fonctionne. Souvent, Non, ce non, que c'est ça vrai. fait, c'est qu'il y a un repli identitaire qui est encore plus fort. Il y a une radicalisation du régime, si on veut. Et puis finalement, la seule avenue possible, c'est plus l'avenue justement de la discussion puis du dialogue quand les deux oreilles ne sont pas fermées, là. Parce que d'un Oui. point de vue des sanctions, en tout cas, il disait dans l'article, je cherchais des exemples de sanctions économiques qui ont amené à un apaisement de régime, puis de régime qui finalement est revenu à la raison suite à ça. C'est jamais arrivé, là, ou presque jamais arrivé, là. Non, 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 tu as fait raison. Il y a des gros débats dans la littérature en sciences politiques qui s'interrogent justement sur l'efficacité des sanctions économiques. Donc, ça peut avoir une certaine efficacité, mais ça reste une efficacité marginale. Par exemple, dans le cas de l'Irak, dans les années 90, après la première guerre du Golfe, les sanctions économiques ont été tellement sévères, donc on interdisait à l'Irak d'importer des médicaments. Donc, il y a des estimations Ben, c'est d'organisations criminel, là, internationales faire ça, là. des estimations de certaines organisations internationales disent que entre 91 et 2003,
on aurait eu à peu près un demi-million d'enfants irakiens qui seraient décédés de maladies qui auraient pu être soignées si le pays avait pu importer des vaccins. Donc, il y a aussi cet aspect-là, là. Les sanctions économiques peuvent avoir une portée extrêmement immorale et Sur le peuple et pas simplement sur le gouvernement. C'est ça qui est le exactement. problème. Donc, l'idée d'une sanction économique, c'est de cibler les élites politiques, justement pour faire en sorte que les capots décident de remplacer le parrain. Mais donc, l'idée, c'est d'éviter que les sanctions économiques aient un impact trop important sur la population civile, parce que, bon, il y a quand même un principe de discrimination. Il y a des méchants, puis il y a des personnes, il y a des civils innocents. Donc, on peut s'en prendre aux méchants, mais les personnes innocentes, ben, il y a un principe moral, on ne doit pas tuer des personnes innocentes. Donc, on ne doit pas mettre en place, imposer des sanctions qui vont créer une famine généralisée, qui pourrait potentiellement causer la mort de dizaines de milliers de civils. Donc, c'est là où les sanctions peuvent avoir un effet mitigé. Et de toute façon, Poutine s'attendait à se faire imposer de nouvelles sanctions en reconnaissant l'indépendance de ces deux républiques-là. Et les membres de son élite politique aussi s'y attendaient vraisemblablement. Et la Grande-Bretagne a annoncé, par exemple, hier, Boris Johnson a annoncé le gel des avoirs de certains oligarques. Mais bon, mais ces oligarques-là ont de l'argent planqué ailleurs, là. Hmm. Ils ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier, là. Mais c'est quand même, Euh, ça peut quand même, à un moment donné, être, tu sais, s'il y a plusieurs pays qui le font, tu sais, je sais pas, mais si quelqu'un, c'est bien beau dire que la personne a 20 milliards de dollars répartis dans différents comptes, si à un moment donné, il y a 3 milliards de gelés parce que des pays gèlent les comptes, ça peut commencer à compliquer les opérations un peu, là. C'est ça, 3 millions, je l'ai ici, 2 millions, je l'ai ailleurs, 4 millions, je l'ai ailleurs. Oui, à un moment donné, c'est ça l'objectif, c'est que les membres de l'élite politique renversent Mhm. le dirigeant. Et c'est vrai que ces sanctions-là vont avoir un impact sur les pays qui les imposent. Donc, l'Allemagne a annoncé hier la fin du projet Nord Stream 2 la réaction de Medvedev, Dimitri Medvedev, qui est le vice-président du Conseil de sécurité en Russie, donc l'ancien premier ministre de Vladimir Poutine et qui a aussi été président Mhm. pendant 4 ans, a tout simplement dit, ah bon, alors dans ce cas-là, j'espère que les Allemands sont prêts à payer 4 fois plus cher pour leur chauffage cet hiver. Parce que l'Allemagne et l'Union européenne ont une très forte dépendance sur le pétrole russe. Donc, Mhm. si vous voulez nous imposer cette sanction-là, mettre un terme aux importations de notre gaz naturel puis de notre pétrole, OK, mais vous allez le prendre d'où, votre gaz naturel puis votre pétrole? Ça va tout simplement vous coûter à votre population 3, 4 fois plus cher. Et là, à terme, ça risque de faire augmenter l'inflation en Europe Exact. Donc, occidentale. Et puis, ça c'est va un jeu à somme nulle, déstabiliser. finalement. Ouais. Oui, puis ultimement, ça peut les pays qui peuvent en subir les conséquences les plus importantes peuvent être les pays comme l'Europe occidentale qui impose ces sanctions-là. Et Vladimir Poutine le sait très bien, s'y attendait. Et lui, c'est un calcul. Il dit oui, il va y avoir des sanctions, mais au final, ces gens-là, dans 6 mois, dans un an, ils vont peut-être atténuer les sanctions en se rendant compte qu'en réalité, l'impact est plus important chez eux que pour le peuple russe. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, le peuple russe, c'est un peuple extrêmement fier, qui a historiquement vécu dans la misère. Et pour la Mhm. mère patrie, peut-être pas les élites, mais le peuple russe, pour la mère patrie, ces gens-là sont prêts à manger des patates 3 fois par jour, là. Ils sont prêts à se priver. Donc, l'impact des sanctions économiques sur le peuple russe va être, à mon avis, extrêmement marginal, là. Donc, Mhm. ça va être quelque chose à suivre au cours des prochains mois, mais c'est sûr que ça va avoir un impact extrêmement important Mhm. dans les pays d'Europe occidentale. L'histoire des territoires séparatistes là-dedans, bon, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Est-ce que c'était vraiment présent en Ukraine, ça, des gens qui voulaient déclarer leur indépendance de l'Ukraine ou comment ça fonctionne de ce côté-là? C'est un peu mélangeant, là. Quand on suit les médias, on comprend pas grand-chose, là. Ouais, dans l'Est de l'Ukraine a historiquement toujours été russophone. À l'époque, lorsque vous avez vu, ça remonte à une quinzaine d'années, vous aviez un président, Viktor Yanukovych, qui était pro-russe, et lui, sa base électorale était dans l'Est du pays. Et on se OK. souviendra, à l'époque, il y avait une élection qui avait été contestée par son opposant, Viktor Yushchenko, qui, lui, ukrainien qui venait de Lviv, dans la partie ouest du pays. Hmm. Donc, il y a eu des manifestations, une révolution de couleur, la révolution orange, qui ont mené à la démission de Yanukovych, à de nouvelles élections qui ont porté
porté Yushchenko au pouvoir. Et 4 ans plus tard, Yanukovych est revenu au pouvoir avant de se faire virer lors de la révolution de Maïdan en 2014. Mais la partie est du pays a toujours été extrêmement russophone. Donc, les deux républiques de Donetsk et de Louhansk sont très majoritairement russophones. Et là, je regardais la carte électorale, les dernières élections législatives en 2019 en Ukraine. Vous avez un candidat pro-russe, Boyko, qui a obtenu 12% des voix, et essentiellement, à l'échelle nationale, à l'échelle de l'Ukraine, et essentiellement, tous ces votes venaient de la partie est de l'Ukraine. Donc, moi, ce que j'estime, c'est que si vous demandiez aux gens qui habitent aux alentours de Donetsk, Kharkiv, si leur choix personnel, c'est de demeurer ukrainien ou de devenir russe, moi, j'ai plutôt l'impression que leur choix personnel, ce serait de devenir russe. Historiquement, culturellement, politiquement, ils sont beaucoup plus proches de Moscou que de Kiev. Et ça, déjà à l'époque, au cours des 20 dernières années, il y a toujours eu cette discussion-là. Est-ce que l'Ukraine est un pays viable compte tenu de cette diversité binationale tellement profonde et avec une haine ancrée dans toute l'histoire du 20e siècle là, que j'ai rappelé il y a quelques minutes. Est-ce que c'est un pays qui est véritablement viable? Donc, la question se posait à l'époque et se pose encore aujourd'hui. Mais une chose est sûre, à mon avis, avec la reconnaissance de ces deux républiques-là, l'indépendance de ces deux républiques-là, l'Ukraine est maintenant victime d'une partition territoriale qui va perdurer dans le temps. Là. Et ultimement, si l'Ukraine veut être un pays réellement viable, l'Ukraine va devoir, à mon avis, peut-être devenir vraiment le pays des Ukrainiens et de laisser les russophones peut-être faire un choix différent. Mais là, on est un peu dans le Ce ne serait pas la révisionnisme. première fois que des pays dans ce coin-là du monde se morcellent et redéfinissent leurs frontières. En effet, en effet. C'est assez courant là, Ouais, dans ce mais, coin-là du mais, monde. mais pour Vladimir Poutine, là, oui, il a fait des grands discours nationalistes que le peuple ukrainien n'a jamais existé. En fait, le peuple ukrainien, le peuple russe ne forment qu'un seul peuple. C'est la grande rhétorique nationaliste dont on a fait beaucoup de cas au cours des derniers jours, mais c'est de la frime, c'est du spectacle. En réalité, le seul intérêt de Poutine, je pense qu'il n'a rien à cirer là, des russophones de l'Ukraine. Son seul intérêt, c'est de faire en sorte que ce pays-là ne se joigne jamais à l'OTAN. Et Poutine, ce qu'il veut, et il l'a affirmé très clairement en 2007 dans son discours de Munich, il veut redéfinir les bases de la sécurité en Europe. Sécurité en Europe qui a toujours historiquement tourné autour de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Il veut redéfinir les fondements des principes de sécurité en Europe. La France, l'Allemagne se sont montrées ouvertes à faire des concessions puis à revoir l'architecture sécuritaire du continent. Mais c'est la Maison-Blanche. Et ça, c'est le problème aussi. La Maison-Blanche appelle la Russie à négocier, à discuter. Mais le problème, c'est que les États-Unis, depuis le début de cette crise-là, n'ont jamais concédé quoi que ce soit. Donc, Poutine, lui, il se braque et lui se dit probablement sa stratégie, je vais toujours aller un cran plus haut, je vais toujours augmenter la pression de plus en plus pour forcer justement les États-Unis à un certain moment à faire de véritables concessions. Mais en parallèle, il faut aussi se placer dans la logique américaine. Si les Américains acceptent de faire des concessions territoriales sous la menace de la force, ça risque de créer un précédent qui pourrait être utilisé par la suite par la Chine dans le cas de Taïwan. En fait, les Américains, ils jouent un coup d'avance. En réalité, leur véritable préoccupation, c'est la question de Taïwan. Ce n'est pas nécessairement la question ukrainienne. Mais le fait est que Poutine veut revoir les fondements de l'ordre sécuritaire en Europe et vous avez le principal membre de l'OTAN, les États-Unis, qui ont émis une fin de non-recevoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en sciences politiques, le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide, c'est lorsque vous avez un ordre international qui a été imposé par une grande puissance et vous avez une puissance émergente qui cherche à revoir cet ordre-là et la première puissance émet une fin de non-recevoir. Et ça, c'est ce qui crée des tensions. Et Graham Allison, qui a écrit un livre sur le sujet, en est venu à la conclusion que dans l'immense majorité des cas, les grands conflits ont toujours
résulté d'un piège de Thucydide. Lorsque un ordre était menacé. challengé, Ouais. était menacé par une nouvelle puissance émergente et qu'il y avait une fin de non-recevoir de la part des puissances qui avaient mis en place le précédent système, c'est ça qui a créé qui a engendré des conflits entre les pays et qui ont ultimement mené à des guerres. Donc, la Première Guerre mondiale, c'était le résultat d'un piège de Thucydide. Et là, ce qu'on voit, ça pourrait potentiellement mener un nouveau piège de la sorte et un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. En ce moment, j'ai l'impression, puis ça m'a valu un peu d'insultes quand j'ai dit ça sur Twitter, mais je le pense. On a l'impression qu'on assiste à un genre d'effondrement du narratif des dernières années, narratif qui consistait à nous dire bon, ben d'abord, les Russes ont truqué l'élection américaine pour faire élire Donald Trump. Bon, ça n'a pas été prouvé, là, mais tout le monde le sait. Puis il y a eu de l'ingérence, puis c'est pour ça que ce gars-là a été président, sinon il ne l'aurait jamais été. On a même eu des sketchs ici au Québec dans des émissions de fin d'année comme le Bye Bye où on montrait Donald Trump avec l'ombre de Poutine derrière qui tirait des ficelles. Tu sais, ça a été des memes, ça a été on a eu une tonne d'articles là-dessus, on a eu le rapport Mueller, on a eu plein de choses. Et puis, la trame de fond, c'était que Poutine a infiltré la démocratie américaine pour faire élire un président pro-russe pour lui permettre finalement de faire ce qu'il veut dans le monde. Et puis là, finalement, la réflexion qu'on a, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Puisque le président Poutine, si c'est vrai ce qu'on lui reproche, que finalement, il y a des visées expansionnistes et qu'il veut annexer des territoires d'autres pays comme l'Ukraine, mais bon, ça pourra aller à d'autres juridictions. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça durant le règne de son pantin? Pourquoi il n'a pas profité des 4 ans où un président finalement qui lui était supposément soumis intégralement, pourquoi il n'a pas profité de ce règne-là pour agir comme il voulait agir, si tel est le cas? Et puis l'autre paradoxe, moi, que je trouve incroyable, c'est que durant la présidence Trump, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais la réalité, c'est que quand il y a eu l'espèce de raid pour tuer le gars de l'État islamique, on nous a dit qu'il allait déclencher la Troisième Guerre mondiale, on nous a dit que c'était l'impérialisme américain, on nous a dit... Il y avait un climat réel d'hostilité de la presse envers toute action militaire entreprise par les Américains, que ce soit des opérations éclairs ou des déploiements de troupes, ou etc. Il fallait que les États-Unis sortent de l'Irak et de l'Afghanistan. Il fallait qu'il n'y ait aucune opération nulle part. Sinon, c'était la preuve que le président qui est là, complètement fou, veut déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et puis là, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça ne s'est pas passé durant sa présidence, que Poutine, si leurs appréhensions sont vraies, profite plutôt de la présidence Biden pour arriver à ses fins. Et puis maintenant, comme étrangement, le discours s'est complètement viré de bord et on a l'entièreté des médias qui sont en train de dire que il faut défendre le modèle de la démocratie à l'international et que finalement l'Ukraine, ça représente nos valeurs, j'ai même entendu ça cette semaine. L'Ukraine, c'est la démocratie, la Russie, c'est l'autoritarisme. Ça a été le discours de Justin Trudeau. Et puis là, tu te dis, j'ai pas l'impression que si le président en place, c'était Donald Trump, si on aurait le même discours en ce moment. Ça me paraît très peu probable. Donc, puis on s'entend sur une chose, l'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus au monde, là. Zelensky lui-même, son nom a circulé dans les Panama Papers. Il y a de l'argent planqué dans des paradis fiscaux à l'étranger. Donc, le Canada a donné environ 3 semaines, promis une aide de 120 millions. Il y a même eu un demi-milliard promis par Justin Trudeau. Bon, on ne verra jamais la couleur de cet argent-là, là. Et une fraction minime de cet argent-là a effectivement probablement été utilisée pour acheter des armes, des gilets pare-balles, mais le reste de l'argent, là, c'est rendu dans les paradis fiscaux. Ouais, c'est ça, c'est rendu aux Bahamas. Non, l'Ukraine n'est pas un exemple de démocratie. L'Ukraine n'est pas un exemple de saine gestion des finances publiques, là. Tout ça, c'est de la foutaise. Et si on est en Ukraine pour défendre la démocratie, ben alors on aurait dû rester en Afghanistan pour aussi défendre la démocratie et les droits des femmes. Mais on s'est poussé de là. Puis si l'objectif, c'est aussi de défendre la démocratie et les droits des femmes, on ne devrait pas faire affaire avec l'Arabie saoudite
pays avec lequel on consent des contrats d'armement de plusieurs dizaines centaines de millions de dollars annuellement. Donc, tout ça, c'est une belle rhétorique qui fait l'affaire des médias occidentaux. Et puis, ça fait notre affaire aussi de présenter Poutine comme un tyran, un dictateur, un être complètement irrationnel, le Hitler du 21e siècle, parce que ça nous évite d'avoir à faire un examen de conscience sur justement là, la question de l'expansion territoriale de l'OTAN. Et je dois rappeler que ça a été très débattu par certains experts. En 1990, le secrétaire d'État américain avait fait la promesse verbale, donc une promesse verbale n'engage que ceux qui les reçoivent, mais avait fait une promesse verbale à Mikhail Gorbatchev, selon laquelle si l'Union soviétique retirait ses troupes de l'Allemagne de l'Est et des pays, de ces pays satellites en Europe centrale, en Europe de l'Est, que l'OTAN ne chercherait jamais à élargir ses frontières au-delà de la République, de ce qui était à l'époque la République fédérale allemande. Donc, il y avait cette promesse verbale. Et quand je dis Mikhail Gorbatchev est très critique à l'heure actuelle à l'égard de la Maison-Blanche et a eu des mots assez favorables au cours des dernières années à l'égard de Vladimir Poutine, c'est que Mikhail Gorbatchev, au premier chef, s'est senti trahi. Si la promesse là, d'il y a 30 ans, c'était vous vous retirez de ces pays-là et en retour, on s'engage à ne pas élargir les frontières de notre organisation de sécurité et de défense pour finalement s'être rendu compte quelques années plus tard que la parole n'engageait absolument pas la Maison-Blanche. Et là, en 2004, la Russie s'est retrouvée avec les 3 pays baltes, pays limitrophes à son territoire, membres de l'OTAN. Quelques années auparavant, ça a été la Pologne, la Hongrie, la République tchèque. Donc, il y a un sentiment de trahison ici. Et c'est beaucoup plus facile de traiter l'adversaire comme un malade mental. Ça permet de répondre à toutes les questions, à toutes les interrogations. Et ça nous évite, nous, les Occidentaux, à avoir à faire notre examen de conscience sur la façon avec laquelle on a géré cette relation-là avec la Russie, qui, dans les années 90, la Russie est un partenaire. Boris Eltsine souhaitait réellement instaurer de la démocratie libérale dans le pays. Mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsqu'on ne tient pas nos paroles, les gens qu'on trahit ont tendance à se braquer. Et puis, le lien de confiance, une fois qu'il est brisé, on ne peut plus le rétablir. Et l'Occident a une énorme part de responsabilité dans la question ukrainienne. Et dans le cas canadien, c'est encore plus trivial. Oui, là, c'est ridicule ce qui se passe en ce moment. C'est ce qu'on peut peut-être conclure tranquillement là-dessus, mais quel est l'intérêt du gouvernement canadien? Je comprends là, qu'on vit au nord des États-Unis, mais dans les dernières années, le gouvernement canadien ne s'est pas gêné pour s'essuyer les pieds sur les États-Unis, puis traiter son président d'abruti. Bref, il y a eu toutes sortes de comportements plus ou moins honorables de la part du gouvernement canadien. Mais là, tu l'expliques bien avec des gens qui constituent le cabinet Trudeau, hein, notamment Chrystia Freeland et l'ancien conseiller de Trudeau, Gerald Butts. Parce que d'un point de vue, si on se met un peu extérieur à ça, on a de la misère parce que c'est une semaine très difficile, hein, pour Justin Trudeau qui invoque à toute fin pratique la loi des mesures de guerre, rebaptisée loi des mesures d'urgence, alors que ça n'a jamais été fait, ni du temps du 11 septembre, ni de l'épisode où un fou avec un fusil a tué un agent de la GRC et est rentré dans le Parlement, ni non plus lorsque des tracts de chemin de fer ont été bloqués pendant des semaines, causant des milliards de dollars en pertes, la mort d'animaux gelés parce qu'on manquait de gaz pour chauffer les étables. Donc, ça n'a jamais été invoqué. Là, c'est invoqué parce que des gens manifestent. Bon, qu'il y a eu des blocages qui sont illégaux, on comprend, là, mais il y a moyen de faire finir ça avec des amendes et une intervention policière plutôt que de déclarer la loi des mesures de guerre. Non, Trudeau est incapable de nettoyer son parking. Exactement. Et finalement, c'est ça. Ils ont été incapables de gérer un parking. Puis au bout du compte, il y a un usage carrément abusif
de l'interventionnisme d'État dans ce cas-là, puis de l'autorité de l'État qui est complètement démesurée par rapport à la menace, entre guillemets, qui est là-dedans. Et tout ça, c'est fait au nom de la dénonciation de l'ingérence étrangère. Hein. Parce qu'il y avait des gens qui donnaient de l'argent sur un GoFundMe qui était aux États-Unis, puis soi-disant en Russie. On nous disait, mais c'est inadmissible que des gens s'ingèrent dans notre politique et veulent influencer, essayer de faire tomber le gouvernement ou je ne sais pas trop quelle théorie du complot qu'on a pu entendre. Parce que finalement, la manif du convoi, c'était une espèce de complot russe. J'ai entendu ça à Radio-Canada un peu Oh, oui, partout. oui, oui. À Et puis là, CBC, oui, oui. et puis dans la même semaine, Justin Trudeau nous dit, ben nous, on va aller s'ingérer dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. On va envoyer 500 millions de dollars pour qu'ils s'achètent des armes, puis on va lui envoyer du matériel militaire. Est-ce qu'il y a juste moi qui trouve que c'est un petit peu paradoxal ce qui se passe en ce moment? Oui, C'est un petit peu étrange, là. à plein de niveaux, question d'ingérence étrangère, je rappellerai que le projet d'oléoduc reliant l'Alberta à la côte ouest de la Colombie-Britannique, la fondation David Suzuki avait récolté 1,3 milliard de dollars qui venaient de l'étranger. Mais ça, c'est correct, c'est de Oui, l'ingérence oui, c'est ça, c'est correct. étrangère. C'est pour les bonnes C'est valeurs. correct. C'est ça. Mais dans le cas ukrainien, c'est triste, mais la politique étrangère canadienne est prise en otage par la diaspora ukrainienne qu'on trouve au Canada, donc environ 1,5 million de Canadiens d'origine ukrainienne. Et on comprendra que ces gens-là veulent que l'État canadien défende coûte que coûte la souveraineté de l'Ukraine. Et ça, 1,5 million de citoyens canadiens d'origine ukrainienne, ça correspond à peu près à 2 douzaines de circonscriptions électorales. Donc, il n'y a aucun parti politique. Et on le voit très bien, tant les libéraux que les conservateurs, ils sont à 100% derrière l'Ukraine. Et c'est tout simplement pour ne pas perdre le vote ukrainien lors des prochaines élections. Donc, on a vraiment Incroyable, pareil. Hein. la politique étrangère canadienne est prise en otage par un clientélisme électoral comme ça. Et ça, au final, il ne faut pas oublier, le Canada a une frontière commune avec la Russie. Mais, L'Arctique, tu sais, on partage ça avec la Russie. d'une certaine Donc, manière, c'est comme si, je ne sais pas, moi, le NPD disait, nous, on est très fort dans la région de Vancouver. Il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, entre autres de Chine. Donc, si la Chine envahit Taïwan, on va être pro-Chine pour ne pas s'aliéner cet ben, électorat-là. C'est une catastrophe. Là. oui, effectivement. Ça, c'est un problème décrié du multiculturalisme. Lorsque vous avez des minorités, des diasporas qui deviennent tellement importantes, la question, c'est, dans l'éventualité d'une guerre, est-ce que ces gens-là seraient fidèles au Canada ou seraient plutôt fidèles à la mère patrie? Et ça, à l'époque, les Japonais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, ont été internés parce qu'il y avait cette crainte-là. La population d'origine allemande, italienne était aussi sous surveillance. Mais dans le cas canadien, on est à 100% derrière l'Ukraine, simplement pour des raisons électoralistes. Et le problème, c'est qu'on est en train de s'aliéner la Russie, après s'être aliéné la Chine, les deux plus grandes la plus grande puissance émergente à l'heure actuelle. On est en train de s'aliéner ces deux puissances-là à des fins purement électoralistes, alors que le Canada partage une frontière commune avec la Russie dans l'Arctique. Et l'Arctique, le partage de l'Arctique, des territoires de l'Arctique, est débattu à l'heure actuelle par une grande commission internationale. Et c'est dans notre intérêt de discuter et de s'entendre avec la Russie. On n'a pas intérêt à se mettre la Russie à dos. Un petit pays comme le Canada n'a pas intérêt à se mettre une grande puissance à dos. Mais on le fait simplement parce que les élites au pouvoir veulent pas perdre 2 douzaines de circonscriptions électorales. Et comme tu le disais, Chrystia Freeland est d'origine ukrainienne. Et elle est interdite de séjour en Russie à cause de ses prises de position à l'époque où elle était journaliste anti-russe. Le Kremlin l'a interdit de séjour sur son territoire. Mais elle est vendue à la cause ukrainienne, mais pour elle, c'est sa mère patrie. Gerald Butts, qui était l'ancien conseiller de Trudeau et qui le conseille encore fort probablement en sous-main, sa grand-mère maternelle était polonaise et son grand-père maternel était d'origine ukrainienne. Donc, il y a cette sensibilité-là à l'intérieur du cabinet Trudeau, des gens qui entourent Trudeau, qui fait en sorte que la prise en compte de la perspective russe et de ce qui compte pour le Canada, l'intérêt national, est tout simplement pas pris en compte. Et ça, c'est de la mauvaise gestion politique, c'est faire passer les intérêts partisans avant de faire passer l'intérêt national en priorité. Mais ça, c'est bon, c'est malheureusement très typique de l'administration Trudeau. Et ça, on ne le changera pas. Là.
Mais c'est extrêmement malheureux de voir que le Canada est en train, et ce faisant, le Canada se marginalise encore plus à l'échelle internationale. C'est Ben, c'est qu'il y a une un prix. orientation stratégique qui est Ben, ça, complètement, ça rompt avec la tradition dont on parlait au début, voilà, oui, de justement. Pearson, de Canada, qui est un arbitre honnête. Parce que imaginons que le Canada avait décidé de pas favoriser l'électoralisme ukrainien. Le Canada aurait eu une belle opportunité de s'immiscer, de s'inviter dans le débat et d'essayer de trouver une solution honorable pour faire en sorte que les belligérants puissent sortir de la crise de façon honnête et de conserver et de garder la tête haute. C'est dans des situations comme celle-là qu'une puissance moyenne comme le Canada peut jouer un rôle fondamental et ce faisant peut être en mesure d'affirmer son soft power à l'échelle internationale. Et soft power qui lui permet par la suite non seulement de défendre ses propres intérêts à l'échelle internationale, mais est en mesure de peser sur la politique internationale. Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin, dans les années 70, en raison du soft power canadien qui avait été l'héritage de Lester B. Pearson, est en mesure de peser dans les relations entre les pays du Nord et les pays du Sud. Brian Mulroney a été en mesure de jouer un rôle capital dans l'abolition du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la voix canadienne comptait. On écoutait le Canada et lorsque le Canada avait quelque chose à dire, les têtes se tournaient vers le Canada. Alors qu'à l'heure actuelle, lorsque Justin Trudeau essaie de serrer la main à des chefs d'État étrangers, les chefs d'État étrangers tournent la tête ailleurs et refusent de lui serrer la main. Et ça, c'est une image qui en dit extrêmement long sur notre marginalisation et le fait que tout ce bel héritage-là pearsonien est complètement disparu aujourd'hui. Et la conséquence, c'est que le Canada ne compte plus à l'échelle internationale, extrêmement problématique dans un monde où il y a eu une réémergence de puissances comme la Chine et la Russie. Pour ces pays-là, on est l'ennemi, alors qu'on n'a tout simplement pas intérêt à être l'ennemi de la Russie et encore moins de la Chine. D'autant plus que ça a pas, c'est pas parti nécessairement pour s'améliorer avec ce qui se passe au Canada en ce moment. Je regardais la couverture internationale de partout, hein. Hier, c'était le présentateur de télé anglais, Piers Morgan, qui a complètement ridiculisé Justin Trudeau. C'est à tous les jours sur des chaînes américaines, autant de gauche, je dirais que de droite. Il est vu comme en fait, il est vu comme une fraude, ce gars-là. Il est vu Oui, comme oui. quelqu'un qui s'est vendu comme étant Monsieur Tolérance. Mm-hmm. Faut répondre à la guerre par l'amour. Il n'y a rien qui nous a pas dit pleurer à cause d'événements qui ont eu lieu il y a 50 ans, s'excuser sur demande du Bloc québécois pour l'invocation de la loi sur les mesures de guerre à l'époque du FLQ. Il y a eu toutes sortes de trucs qui sont particuliers, là, qui nous vendent un personnage qui finalement, tu te dis, bon, ben, si la Chine nous envahit, il va sortir avec des petits drapeaux roses, puis il va dire, faut aimer l'envahisseur. C'est presque comme ça qu'on nous l'a vendu. Et puis, Ouais. d'aller utiliser cette loi-là, alors que ça n'a jamais été utilisé depuis la Deuxième Guerre mondiale, à part l'épisode du FLQ, c'est catastrophique pour l'image du Canada. Je voyais même, ça c'était sûrement une pointe d'ironie, mais même l'ancien président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a fait une sortie sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui pensaient que c'était un faux compte, mais c'est bien un vrai Ouais, compte. J'ai oui, oui, c'est vérifié ça, ouais, oui, oui. où il disait que finalement c'était un genre de power grab ce qui est en train de se passer au Canada, puis que c'était inacceptable que dans un si beau pays, on voit des gens s'en prendre aux manifestations. Il y a même un ressortissant chinois, dont j'oublie le nom, qui a dénoncé ce que faisait le gouvernement. D'un point de vue international, ce qui se passe en ce moment, c'est une catastrophe, là. C'est une catastrophe. En fait, c'est l'ambassade de Chine au Canada qui a tweeté. Lorsqu'il y a eu des troubles à Hong Kong, le Canada a critiqué le régime de Pékin pour avoir utilisé la force Mhm. pour mater les manifestants, alors que le Canada fait exactement la même chose avec des gens qui manifestent spécifiquement sur la colline parlementaire. C'est une belle leçon de morale, hein? Un beau double discours. Donc, l'ambassade de Chine fait la leçon sur les droits humains. C'est loufoque, puis effectivement, il n'y avait pas de risque d'insurrection là, au Canada. Là. Les gens étaient pas armés, là. C'est de ridicule. Mais c'est ça, mais tu l'as dit, Trudeau, c'est un personnage. On nous a vendu un personnage. Trudeau, c'est un acteur.
Mhm. D'ailleurs, c'est en ça que c'est sa formation, c'est le seul travail qu'il a jamais eu de sa vie. C'est Mais un finalement, acteur. ce qu'on savait pas, c'est que dans toute sa liste de déguisements et de personnages qu'il incarne, son plus grand rôle, ça a été celui de nous faire croire qu'il était premier ministre, finalement. C'est un Oui, peu ça qui est sa plus grande pièce de théâtre à vie. Ça a été ça, parce que finalement, on se rend compte que c'est un leader extrêmement faible. manipulé, qui est manipulé par des intérêts, du clientélisme. En fait, Exact. les vraies personnes qui dirigent, là, c'est Cathy Telford, sa chef de cabinet, c'était Gerald Butts, son conseiller principal. Mais maintenant, c'est Chrystia Freeland. C'est ces gens-là qui mènent le bal. Trudeau, c'est la potiche, c'est la Mm. marionnette. Puis il y a des ficelles au-dessus de sa tête, puis les gens s'amusent à le manipuler. Mais c'est un trademark, c'est une marque de commerce, c'est Trudeau. Il inspire, il incarne quelque chose. Ouais, Puis ben les là, gens, d'après moi, ça incarne un plus petit peu moins. grand-chose. Ouais. Mais à l'époque, lorsqu'il s'est fait élire en 2015, c'était la marque de commerce. Oui, la Trudeau-manie. Puis... C'est ça. Puis une gouvernance nouvelle, un type plus jeune, plus sympathique, plus près des gens. Mais c'est un personnage. Alors, on savait très bien à l'époque, puis c'est ça, Ouais, la nous, on le perception, savait, mais il y c'est. en a qui sont en train de le découvrir, je pense. Ouais, Mais la perception s'est renforcée, qu'effectivement, c'est un très mauvais acteur, mais cette personne-là hmm. est manipulée, puis je me mets dans ses culottes, puis j'imagine qu'il n'est pas si stupide que ça, il doit réaliser quelle est son utilité. Moi, je ne sais pas, me réveiller un matin en me disant, je suis la marionnette de gens qui se servent de moi pour en réalité servir leurs propres intérêts, il doit être déprimé. Moi, en tout cas, Hmm. je serais déprimé de réaliser que je suis une potiche qui est manipulée par des gens plus intelligents que moi. Tu disais plutôt que c'est possible qu'avec les sanctions, puis avec un peu tout ce qui arrive, certains oligarques russes ou certains capots du régime, finalement, se revirent de bord contre Poutine, puis le fassent sauter, ou en tout cas le marginalise d'une certaine manière. Je termine là-dessus. Est-ce que tu penses qu'avec tout ce qui se passe au Canada, d'un, l'ingérence là-dedans, mais surtout la piètre gestion de crise. Il y a eu des sondages qui sont sortis, deux sondages la semaine dernière, puis je pense qu'il y en a un autre cette semaine, qui montrent clairement que les conservateurs sont en avance sur les libéraux. Est-ce que tu penses qu'on ajoute à ça la sortie de Joël Lightbound, ce qui n'a jamais été vu dans l'histoire du Parti libéral, à part à peu près dans le temps avec la fondation du Bloc québécois? Il y a beaucoup de gens qui pensent que les jours de Justin Trudeau comme premier ministre sont comptés. Est-ce que tu penses qu'on est dans cette perspective-là? Ouais, mais il y a aussi l'autre perspective qui, en fait, c'est dans son intérêt de faire perdurer les mesures d'urgence, faire perdurer la pandémie, parce qu'à l'intérieur du Parti conservateur, oui, le Parti conservateur domine en ce moment dans les sondages, mais avec la course à la chefferie qui se dessine, Poilievre, qui est le candidat favori, incarne une ligne plus dure, plus proche de celle un peu de Maxime Bernier, en tout cas pour la question de la gestion de la pandémie, alors Mm-hmm. que vous avez un pendant plus progressiste, conservateur, qui va Ouais, probablement l'aile québécoise. Ouais. être incarné avec Jean Charest, qui, elle, est peut-être davantage favorable au maintien des mesures, pas des mesures d'urgence, mais des mesures en temps de pandémie. Vous avez beaucoup de députés conservateurs québécois qui ont appelé les manifestants à plier bagages, alors que vous avez Andrew Scheer, puis Poilievre, les gens qui les entourent, qui ont au contraire appuyé les manifestants. Donc, Trudeau, pas Trudeau, mais les gens qui l'entourent, eux, ils voient le germe de la discorde à l'intérieur du Parti conservateur. Et si la pandémie persiste, continue, ça va devenir une question qui va cristalliser les débats lors de la course à la direction du Parti conservateur. Et ultimement, ça peut mener à l'implosion du Parti conservateur. Parce que Mais en même l'aile plus temps, progressiste, plus Red Tory, qui est mm-hmm. quand même plus centriste, qui partage beaucoup de points en commun avec le Parti libéral. Euh, est-ce que en fait, Jean Chrétien a remporté 3 mandats coup sur coup majoritaires entre 93 et 2000 parce que la droite était divisée. C'est Mm-hmm. uniquement lorsque la droite a été unie que Stephen Harper a été en mesure de devenir premier ministre. Lui, j'ai l'impression que Trudeau, en fait, c'est probablement son pari, voit la possibilité que le Parti conservateur peut s'imploser et que lors du prochain scrutin, il soit confronté à une droite divisée. Et une droite divisée, ça peut lui ouvrir les portes d'un Mm-hmm. gouvernement majoritaire.
Donc, Et en même temps, le problème, c'est que la population est un petit peu joue contre son scénario rêvé en ce moment, parce que les enquêtes qui sont faites au sein de la population, c'est que, grosso modo, un Canadien sur quatre supportait les manifestations, je dirais presque sans réserve, et une majorité, 71% au Québec, 65% en Alberta, 60, les seules places qui ne supportent pas les revendications parce qu'il y a une différence entre les deux, supporter les manifestations, il y a un quart des gens à peu près qui le faisaient. Les autres disaient je ne supporte pas ce qui se passe, je ne suis pas pour les blocages, etc. Mais les idées d'en finir avec la pandémie, redonner les libertés aux gens, il y a seulement que les provinces des Maritimes où il n'y a pas de majorité de gens qui se sont rangés derrière cette opinion-là, qu'il faut mettre fin à l'urgence sanitaire, qu'il faut en finir avec. Donc là, ça va commencer à être difficile de faire étirer ça dans le temps, parce que plus ça va s'étirer, oui, plus il y a des gens qui vont se rallier. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais là, ça va durer combien de temps? Sur 4 ans? oui, oui, non, tu as tout à fait raison. Mais on va voir comment la pandémie n'est pas encore terminée. Un nouveau variant peut toujours se pointer le bout du nez dans 2, 3 mois, qui va être tout aussi contagieux que le Delta ou dangereux que le Delta l'été dernier. Et ça pourrait potentiellement sourire à Trudeau. Mais vous avez remarqué que Trudeau, les membres du Parti libéral ont maintenant établi une corrélation entre les opposants aux manifestations et le fait donc le Parti conservateur qui appuie les manifestants, et que le fait que ce soit des suprémacistes blancs, Ouais, que ce ouais. soit des racistes. L'extrême droite est en train de noyauter le mouvement. J'ai entendu hier aux communes un commentaire absolument farfelu d'une députée libérale qui a dit que le klaxonner, donc en anglais honk, Ouais, H-O-N-K, si donc c'était comme honk dire honks, Highlighter ou je sais pas c'est trop. Là. ça. Ouais. Exactement. Elle a dit ça le plus sérieusement du monde. Donc, vous avez un narratif, une rhétorique qui est en train de se construire autour du fait que les gens qui s'opposent aux mesures sanitaires, ce sont des fascistes, des nazis, des suprémacistes blancs. Donc, Ouais, c'est une vieille on voit technique stalinienne. puis on voit stalinienne et woke. On voit toute la perfidie du mouvement woke qui est en train d'utiliser sa rhétorique pour diaboliser, pour nazifier des gens qui en ont tout simplement marre d'une situation qui dure depuis trop longtemps, donc, et des gens qui voient ce qui se passe un petit peu ailleurs, où les passeports sanitaires commencent à être abolis un peu partout, C'est qu'il y a des spécial pareil. relâchements des mesures. Hmm. Euh, C'est spécial ça, pareil, puis peut-être qu'on pourra en reparler dans un épisode, parce que je vais te laisser aller. Ça commence à être pas mal la fin de soirée chez vous, mais je trouve que c'est un peu paradoxal ce qu'on est en train de vivre au Canada, où il y a une extrême droitisation du débat public, où tout le monde qui n'est pas d'accord avec le consensus je dirais le consensus libéralo-NPDiste, libère. là, Oui, oui, c'est c'est ça. un petit peu ça qu'on vit en ce moment. Si vous n'êtes Oui. pas comme ça, vous êtes un nazi, vous êtes un fasciste. Alors que ça, c'est une vieille rhétorique qu'on a vue, par exemple, dans des pays comme la France. C'était très à la mode il y a 30 ans, 25 ans. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour le candidat socialiste et au deuxième tour que vous n'appelez pas à voter pour lui, ben vous êtes un suppôt de l'extrême droite, vous êtes pétainiste, vous êtes. Tu sais, c'est un discours, puis les Français commencent à sortir de ça. Et nous autres, eux sortent, nous, on rentre là-dedans. C'est incroyable là, ce qui se passe. Là. Oui, ben, c'est un discours, c'est une logique totalitaire. C'est très manichéen. Vous êtes soit. Il y a deux axes. Il y a l'axe du bien puis l'axe du mal. Si vous avez le malheur d'appartenir à l'axe du mal, on vous menace, si vous faites un don de 20 $ à des gens qui sont déclarés unilatéralement par le premier ministre, par le chef du gouvernement comme étant des suprémacistes blancs, ben, votre compte en banque peut être gelé. Si vous n'obtempérez pas à certaines mesures ordonnées par le gouvernement, vous pouvez perdre votre emploi. Vous n'avez plus le droit de sortir du pays. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit de prendre l'avion pour juste simplement quitter le pays. C'est une dérive qui a beaucoup, beaucoup de points en commun avec ce qu'on a vu, ce que les gens qui m'entourent ici au Kazakhstan ont vécu Mm. pendant l'époque soviétique. Et C'est comment. très, très, très problématique chez vous vivez en Mm. ce moment au Canada. Puis c'est triste à dire, mais j'aurais probablement pas dit ça il y a 5 ans, mais je suis mieux au Kazakhstan qu'au Canada en ce moment. Là. Je suis mieux dans un pays qui est officiellement reconnu comme une dictature, un régime autoritaire, qu'au Canada. Là.
Et ça fait 2 ans que j'ai pas mis les pieds au Canada, puis j'ai pas l'intention d'y retourner dans un avenir proche parce que j'ai l'impression que j'aurais de la difficulté à dealer avec ce que vous avez à tolérer à longueur de journée. Non, puis sais-tu ce que tu vas te faire dire en terminant? Ce que tu vas te faire dire si tu dis ça à quelqu'un au Québec qui n'a pas moindrement de conscience politique, de connaissance générale, tu vas te faire dire, ben, si t'es pas content, là, va donc vivre en Corée du Nord, tu vas voir c'est quoi une vraie dictature. Ça, Ben, c'est ça. ça, c'est leur niveau argumentatif. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'intégrale dictature où vous êtes obligé d'avoir la coupe de cheveux du président, vous êtes, dans le fond, vous vous plaignez pour rien. C'est ça. Pourquoi? Mais Ben, pourquoi tu parles de ça? On est libre ici. Pourquoi vous ouais. parlez? Ben, C'est effarant. Hein. oui, Moi, oui, ça me renverse de voir comment les gens intériorisent des dérives puis les rationalisent. Là, ça fait penser un peu à l'intérieur des familles quand il y en a un qui. T'avais un oncle avec les mains baladeuses qui faisait des actes étranges auprès des membres de la famille. Puis ah, mais c'est Gérard, là. Il a toujours été que tu le sais qu'il est chaleureux. Là, tu vois, mais c'est pas une raison, là, tu sais. Je veux dire, pourquoi tout le monde essaie d'excuser le comportement de cette personne-là, tu sais? ouais. Ben, en tout cas, c'est sûr, je ne vis pas en Corée du Nord, mais je vis dans une dictature. Il n'y a, il y a jamais eu d'élection libre en 30 ans, puis la liberté d'opinion est quand même pas la même qu'au Canada. Je vis en dictature, et puis moi, je peux vous dire que depuis les 2 dernières années, j'ai eu beaucoup plus de liberté que les gens au Canada, là. Moi, je peux me rendre. Moi, j'ai passé le 31 décembre dans un grand hôtel de la ville avec ma famille, sans masque, avec 300 autres personnes. Mes enfants vont à la garderie sans masque. Mes enfants ont une enfance normale. Tout le monde qui m'entoure a attrapé la COVID une fois, sinon 2 fois. Personne n'en est mort. Donc, la vie depuis 2 ans ici, elle est tout ce qu'il y a de plus normal. Et moi, je vois là, sur certains chroniqueurs du Journal de Québec qui écrivent sur la pandémie, le masque et la vaccination. Et vous vous rendez pas compte. Moi, je vois ça de l'extérieur, puis je vous plains. Je trouve ça tellement malheureux de Ouais, vivre dans un discours. on est Et dans un genre de dérive hygiéniste, là. ben, C'est assez effarant, là. ben, Euh, c'est ce que je discute dans mon livre là, qui va paraître un peu plus tard en avril, ce printemps, le grand confinement. C'est l'Occident est dans une dérive, c'est ça, sanitaire, hygiéniste, où les gens sont maintenant incapables d'accepter la mort. La mort qui est une fatalité humaine, ça nous attend tous malheureusement. Ben, l'Occident est incapable de gérer cette fatalité-là, et ce qui place les sociétés occidentales dans le paradoxe des 2 dernières années d'imposer des mesures qui, même si c'est des mesures qui vont créer de la dépression, qui vont appauvrir les individus, qui vont amener des enfants en France depuis les 2 dernières années, le nombre d'enfants admis dans des soins psychiatriques, pas psychologiques, mais psychiatriques, a doublé. Tout ça, c'est des mots liés à la gestion de la pandémie, mais qu'on ne voit pas encore nécessairement, qui vont être visibles dans une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années. Mais tout ça pour, dans l'immédiat, sauver des vies. On est incapable d'accepter que des gens meurent d'un virus dont on peut éviter leur mort. Donc, planquez-vous, cachez-vous. Donc, ça fait penser un peu à une proie dans la savane africaine qui voit apparaître au loin un lion. Donc, la proie va essayer de trouver le premier trou dans lequel elle va pouvoir aller se cacher. Et une fois dans le trou, elle va regarder par l'extérieur pour voir si le lion s'approche ou non. Mais pendant tout ce temps-là, la proie est incapable de se rendre compte que dans le fond du trou, il y a un scorpion venimeux ou une vipère qui attend simplement là, de hmm. mordre et de tuer la proie. Puis ça, c'est l'impact des mesures liberticides qui ont été mises en place depuis 2 ans. Les gens, tout ce qu'ils regardent, c'est le virus. Je veux pas mourir, je veux pas mourir. Sans se rendre compte que dans le fond du trou, là, tout l'impact des mesures liberticides qui ont été mises en place depuis 2 ans, c'est l'équivalent mortel d'un scorpion venimeux ou d'une vipère. Mais les gens réfléchissent maintenant d'une façon purement unidimensionnelle, et c'est la peur de la mort, la peur de la mort. L'objectif, c'est de vivre jusqu'à demain. Et lorsque je vais me réveiller demain, l'objectif, ça va être de vivre jusqu'au surlendemain. L'objectif, c'est maintenant, la vie en Occident, c'est une perception strictement biologique. Vivre, respirer.
Mais ça, c'est la perspective animale. Une Mm. vie humaine, c'est beaucoup plus complexe que ça, là. Mais en Occident, les gens ont oublié toute la complexité de ce que signifie, de ce que représente Mm. l'existence humaine. Et voilà. Heureusement, il semble qu'il y a des gens qui veulent en finir avec ça de plus en plus, dont Boris Johnson qui a annoncé la fin de toutes les mesures sanitaires en Angleterre. Donc, on espère que ça va faire des petits ailleurs. Hey, Jean-François, merci d'être venu jaser avec moi de toute cette situation-là qui prévaut en ce moment, pas loin de ton coin de pays, finalement. Je rappelle tes ouvrages qui sont à sortir, marginalisés, réflexion sur l'isolement du Canada dans les relations internationales. Je pense que les auditeurs ont eu un bon avant-goût de genre de trucs que tu peux parler dans ce livre-là avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. Il y a aussi un livre pour lequel on refera quelque chose quand ça va sortir, Le Grand Confinement, l'Occident et la peur de la mort, qui aborde un peu ce que tu disais en terminant. Fait que merci d'être venu, puis on, euh, on remet ça peut-être en terminant si tu as quelque chose que tu aimerais mentionner ou un site Internet ou peu importe, un livre que tu veux, dont tu voudrais publiciser plus particulièrement. Je te laisse le mot de la fin, hein. Non, mais je te remercie. Ça a été une discussion passionnante. 1 heure et demie, ça a été vraiment passionnant. Si les auditeurs veulent me suivre sur Twitter, mon nom, c'est JFR Caron. Excellent. Merci.